Bon, ben, on va partir ça. Merci, Laurie, de nous avoir laissé tous rentrer dans notre salle virtuelle. Puis, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire. Merci de prendre votre heure de dîner avec nous. Dans le cadre de la Semaine de l'économie verte qui se tient en ce moment, le chantier voulait organiser une discussion sur le thème du recyclage. Donc, avant de rentrer dans ça, on est vraiment content et chanceux de compter avec des invités super pertinents sur le sujet que je vais vous présenter sans plus tarder. On a Karel Ménard, directeur général du, attendez, je vais l'avoir, Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets, c'est ça? Presque. OK. Veux-tu le dire au complet ou l'écrire, Karel? Le FCQGED. En commun, en tout cas. Ah, Karel, ton micro est fermé. Donc, le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bon, OK. Alors, monsieur qui sait des choses sur les déchets, c'est super. Et on a aussi deux entreprises qui opèrent dans ce créneau. Avec nous, on a Jean-Sébastien Daigle, qui est PDG de la société VIA. Bonjour, monsieur Daigle. Oui, bonjour. Et on bonjour. a Danny Dumont, qui est DG de Tricentris. Bonjour. Bonjour, monsieur Dumont. Merci vraiment à vous trois de prendre de votre temps pour être là. Alors, peut-être une introduction, une explication de pourquoi on avait on avait ciblé cette question. C'est qu'on voit beaucoup d'informations circuler sur ce qui se fait au Québec puis l'impact que ça a. Ma compréhension, c'est que les Québécois sont des champions canadiens dans la quantité de déchets par habitant qui ne sont pas revalorisés ou recyclés, mais qui finissent dans l'enfouissement ou l'incinération. On a des statistiques de Statistique Canada en 2018 qui montrent que le Québec élimine en moyenne par personne 30 de plus que déchets que l'Ontario, puis 60 de plus que la Nouvelle-Écosse, qui serait la province qui fait le mieux. Et qu'on est aussi un leader de la croissance des déchets résidentiels qui vont dans les dépotoirs. De 2002 à 2018, la quantité aurait augmenté de 72 %. Selon Recyc Québec, en 2018 et 2021, c'est une hausse de 5 %. Je sais qu'il y a certains changements dans la façon qu'on calcule ces choses-là, mais je veux juste situer un peu le portrait qui est plutôt glauque, je trouve, de l'économie non circulaire qu'on a, puis la quantité, la croissance des déchets. Par contre, bon, il y a aussi donc évidemment logiquement une hausse de matière dirigée vers les centres de tri, ce qui est une bonne chose. Mais ce n'est pas clair si c'est une panacée ou un piège. Il y a eu un article très intéressant ce matin sur Tricentris qui parlait du fait que 80 % du stock reçu est revalorisé ou recyclé, et sont donc seulement 20 % vont à un dépotoir. Mais j'aimerais qu'on discute. Est-ce que c'est ça la majorité, dans la majorité des centres? Quelles sont les conditions pour faire mieux? Bref, pour nous démêler un peu au départ avec les chiffres puis les nomenclatures, Karel, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que le portrait au Québec est si noir? Puis c'est quoi un peu la différence entre la récupération puis le recyclage? Puis où est-ce que le bas blesse? J'adore ta question, Béatrice. Oui, le portrait, effectivement, je ne dirais pas qu'il est sombre, mais il est amélioré. Donc, l'environnement, il faut toujours l'améliorer. Au niveau des rejets, c'est effectivement 20 % là, grosso modo. C'est en fait ce que nous dit le dernier bilan de Recyc Québec. Mais ensuite, il faut savoir que lorsqu'une matière d'un centre de tri est acheminée à des valorisateurs ou à des recycleurs, il y a aussi des pertes. Donc, il y a des pertes tout au long du processus là, de mise en valeur. Et là où le bas blesse, c'est peut-être au niveau de la production, c'est-à-dire de la consommation, au niveau des producteurs. Donc, il y a beaucoup de produits qui sont jetables, non recyclables, multimatières, peut-être au niveau de l'information aussi, malgré qu'on pense avoir beaucoup d'informations, on voit encore qu'il y a beaucoup de méconnaissance de la part des concitoyens qui mettent un petit peu n'importe quoi dans leur bac de récupération. Et la différence, moi je dis bac de récupération parce que moi je dis toujours que je ne recycle rien à la maison. Moi je récupère. Le recyclage, ce n'est pas au centre de tri que ça se fait, c'est au niveau du recycleur qui est au bout de la chaîne de mise en valeur du recyclage. Donc le centre de tri fait juste trier, démêler, si on veut, ce qu'on met pêle-mêle dans le bac
et c'est le recycleur par la suite qui va transformer la matière pour faire un produit utile. Merci beaucoup. Ça situe, effectivement, on a beaucoup d'informations, puis des fois, on en perd un peu notre latin. Donc, justement, on a 2 centres de tri ici qui font un peu qui sont dans cette courroie entre le citoyen et des organisations capables de recycler nos matières. Donc, d'abord, Jean-Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton organisation? Ben oui, tout à fait, tout à fait. Donc, dans le fond, moi, je suis directeur général chez Société Via. Société Via, c'est une entreprise d'économie sociale dont la mission est de créer des emplois pour des personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle, qu'elle soit physique ou mentale. Donc, dans le fond, on existe depuis maintenant 45 ans. Fait que l'année passée, on a fêté notre 45e anniversaire. Fait qu'on a été fondé en 1977. Puis, dans le fond, aujourd'hui, on opère 5 centres de tri au Québec. Donc, dans le fond, le centre de tri de Lévis, qui est là où tout a parti, où est notre siège social. On opère également le centre de tri de la Ville de Québec, celui de la Ville de Saguenay, celui de la Ville de Montréal. Puis, on opère également un centre de tri à Rivière-du-Loup. Puis, il y a environ 60 de nos travailleurs qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Fait que, bien entendu, c'est davantage des trieurs, quelques opérateurs. On a quelques personnes aussi au niveau de la maintenance. Mais dans le fond, ça fait un petit peu le portrait de qui est Société Via. Merci beaucoup. Puis, Dany, chez Tricentris, un peu ce qu'on trouvait intéressant, ce que Jean-Sébastien nous mentionne, c'est plutôt des grandes villes, ils sont présents dans des grandes villes. Si je ne me trompe pas, vous êtes sur des territoires un peu plus grands, mais moins denses. Est-ce que ça change quelque chose dans la nature de ce service ou de votre travail? Pouvez-vous nous parler de Tricentris? Oui, je vous parle de Tricentris. En fait, je ne sais pas exactement si ça change quelque chose. Je n'ai pas les données statistiques de Société Via de Jean-Sébastien. Je peux vous donner un peu les données que moi j'ai. Tricentris existe depuis plus de 25 ans, donc moins longtemps que Société Via. Nous, notre mission, on a pour mission d'offrir un meilleur service au meilleur prix possible. On veut devenir un outil de développement régional et on travaille sur le développement durable à travers tout ça. Donc, Tricentris a comme membre, en fait, on était un OBNL précédemment. L'année dernière, on a changé en coop de solidarité. Nos membres sont les municipalités pour qui on travaille, qu'on fait le tri. Donc, je suis d'accord avec Karel, là, donc on ne fait pas du recyclage, on fait du tri avant recyclage. Par contre, chez Tricentris, on a aussi une usine de conditionnement de verre. Donc là, on fait du conditionnement à partir de la matière qu'on reçoit. Juste reprendre un peu les données de Recyc Québec. Là, je peux comparer, moi, par rapport aux autres du Québec parce que je connais mes membres et je connais les données globales. Donc, dans les données que vous mentionniez tout à l'heure, on a recyclé en 2021 1 million de tonnes environ au Québec. Là-dessus, il y en a 230 000 qui sont venus chez Tricentris. J'imagine que Jean-Sébastien, c'est un peu similaire. La quantité est à peu près pareille. Fait que nos deux compagnies ensemble, on est au moins 50 et plus de tout le recyclage du Québec. Ce qui est intéressant de noter chez nous, on reçoit 1 bac sur 4 du Québec et on va desservir 2 millions de citoyens québécois sans toucher à aucun grand centre. Fait que tantôt, vous disiez notre territoire est plus vaste. En fait, tout ce qui est au nord de la rivière des Prairies, là, au nord de Montréal, jusqu'à l'Abitibi, en faisant une ligne, disons, à l'est de l'Assomption. Donc, tout ce territoire-là, ça vient chez nous. Gatineau, on a un centre de tri, La Chute et Terrebonne, et on a une usine de micronisation, donc de conditionnement du verre à La Chute. Donc, nos 3 centres de tri apportent le verre qui est reçu dans les bacs pour être conditionné et revalorisé. Donc, on a différents contrats de revalorisation sur le verre. Parfait, merci. Effectivement, si le travail que vous faites est similaire avec certaines distinctions d'opération ou d'emplacement, il me semble que déjà cette question de lien avec des municipalités, je pense que tout le monde sur papier s'entend de vouloir avoir une économie plus circulaire, faire plus de recyclage, mais on dirait qu'on n'y arrive pas. Puis les municipalités le veulent, les citoyens le veulent, personne ne veut le dépotoir chez soi. Alors, quels sont, Karel le disait un peu au début sur l'éco-conception des matériaux, mais comment se fait-il qu'on entend parler beaucoup de cette croissance ou en tout cas, une croissance de déchets? Est-ce que c'est des opérations chez vous? Est-ce que c'est les conditions dans lesquelles les choses arrivent chez vous?
Est-ce que c'est des choix dans l'équipement ou les ressources humaines ou le financement de vos entreprises qui font que vous allez être plus ou moins performant face à certains enjeux? Comment vous voyez ça? Peut-être Je je peux vais revenir, Jean-Sébastien, peut-être peut-être en commencer. premier. Oui. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, peut-être de mentionner que c'est justement un peu comme Karel disait quand il parlait de l'éco-conception, mais le recyclage d'une matière, c'est l'ensemble d'une chaîne de valeur. Fait que ça démarre d'abord par un produit qui est mis en marché. Comme dit Karel, le produit doit être recyclable et il doit y avoir des débouchés pour cette matière-là. Fait que c'est pas tout qu'elle soit recyclable, il doit y avoir des débouchés. Puis elle doit être faite d'une monomatière. Fait que quand on dit séparer ces matières, fait que, je donne l'exemple, mettons qu'on va à la quincaillerie acheter une ampoule dans une boîte de carton avec une fenêtre en plastique pour pouvoir voir l'ampoule. Ce n'est pas un contenant qui est bien éco-conçu parce qu'au final, il y a du plastique et du carton dedans. Donc, quand ça arrive au centre de tri, là, il y a un choix qui va être fait. Est-ce que le robot ou l'optique va voir le carton ou va voir le plastique? Mais dans tous les cas, on va contaminer une autre matière. Fait qu'il y a l'éco-conception du produit qui est hyper importante. Après ça, cette matière-là se retrouve chez les citoyens ou dans un commerce. Dans le fond, le citoyen, lui aussi, a un rôle à jouer. Puis il faut mentionner là-dedans que c'est vraiment pas toutes les matières recyclables qui se retrouvent au centre de tri. Donc, dans le fond, nous, on a le pouvoir sur la matière qui arrive au centre de tri, mais toutes les matières qui finalement se retrouvent à la poubelle ou se retrouvent directement au site d'enfouissement ou en déchets sauvages, on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait que le citoyen doit faire le bon geste, puis c'est vrai qu'il y a un travail d'éducation encore important à faire parce que oui, c'est complexe. Tout le monde va le dire. La fameuse charte des matières recyclables qui peut varier d'une municipalité à l'autre, qui évolue dans le temps parce que dans le fond, c'est un marché qui est dynamique. Dans le fond, le marché se crée, c'est-à-dire qu'il y a une matière qui est recyclable, puis ça prend une usine qui veut bien le recycler. Puis cette usine-là doit avoir les volumes nécessaires pour avoir une rentabilité. Là. Ça prend un business case derrière ça. Fait que ça s'est créé au fil des ans. Fait que moi, je suis quand même impressionné de tout le travail qui a été fait depuis les 35 dernières années où on ne recyclait pas du tout. Puis de voir qu'aujourd'hui, il y a des usines de recyclage solides, il y a des centres de tri solides, automatisés, puis tout le chemin qu'il y a à faire, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Fait que le citoyen doit faire le bon geste. Puis nous, souvent, on rappelle aux citoyens dans l'hésitation, s'abstenir. Parce que souvent, comme citoyen, on veut avoir bonne conscience, on veut poser le bon geste. On ne sait pas trop quoi faire avec cette matière-là, on ne sait pas trop si elle est recyclable. Je vais la mettre dans le bac. Ils vont bien trouver quelque chose à faire avec ça. Fait que là, la deuxième des réalités, c'est de réaliser qu'un centre de tri, ce n'est pas une boîte magique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner n'importe quel matériel en matière recyclable. Puis là, après ça, la matière arrive dans nos centres de tri. Puis là, on a un rôle à jouer. Fait que comme on dit, nous, on n'a pas eu le contrôle sur quelle matière va arriver au centre de tri. On parlait tantôt de grandes villes versus de régions. Nous, on dessert toute la Côte-Nord, dans le fond, là, Bécomo, Haute-Côte-Nord, Charlevoix, Charlevoix-Est, etc. Puis c'est sûr qu'il y a une grande différence versus, par exemple, la ville de Québec. Dans le fond, à Québec, on a beaucoup, beaucoup plus de journaux. Même si c'est en baisse, la proportion de journal est beaucoup plus élevée qu'en région, par exemple. Fait que nous, on doit vivre avec ça. On doit vivre aussi avec la réalité de notre climat. Je ne veux pas l'hiver, quand il neige, puis vous avez toute de la neige sur vos bacs, cette neige-là arrive dans notre centre de tri, puis il y a un impact sur la qualité qu'on peut faire. Fait que, on a peu de contrôle sur les matières entrantes. Une fois que ça arrive chez nous, nous, notre job, c'est ça, c'est de la trier de la meilleure façon possible, de la meilleure qualité possible. Puis comme Dani, nous, on a à peu près ce même chiffre-là. Là. Nous, on est entre 15 et 18, 19 % de matières qui vont se retrouver soit en valorisation énergétique ou à l'enfouissement, puis le reste est trié et vendu. Fait que, nos principaux enjeux, nous, de notre côté, c'est la matière entrante. Comme on dit, garbage in, garbage out. Fait que ça, c'est notre premier gros enjeu. La neige, qui n'a toujours pas été réglée. Et tout ce qui est pellicule plastique, tout ce qui est plastique mou, plastique transparent, tout ça, c'est des matériaux qui sont volatiles,
qui sont difficiles à capter malgré qu'on a toutes sortes de technologies. On a des lecteurs optiques, on a des aspirateurs, on les a toutes les technologies, là, des film grabbers, etc. Mais il n'y en a pas une qui peut enlever à 100% ces fameux sacs-là. Et puis malheureusement, ben, les débouchés pour cette matière-là sont plutôt faibles et très instables. Il faut se rappeler que ça prend 40 000 sacs de plastique pour faire un ballot. Fait que pour générer un business case pour intéresser une entreprise au Québec, ce n'est pas évident. Donc, au fil des ans, les débouchés ont tout le temps été plus difficiles. Fait que ça vient ajouter à nos défis. Fait que je dirais que c'est un ensemble de facteurs. Puis après ça, ben, par la suite, ben, ça prend des débouchés pour ces matières-là. C'est-à-dire que nous, on va séparer les matières par catégorie, mais ça prend des acheteurs pour les matières. Fait que, ça, je disais que c'est un défi qui est partagé à travers une grande chaîne de valeur. Puis malheureusement, ben, souvent, quand ça ne marche pas, ben, on pointe le centre de tri. C'est rare qu'on parle de l'acheteur ou qu'on parle en amont. Souvent, ça donne que c'est nous qui est sur le spotlight. Ça me fait plaisir de répondre, mais ça reste que c'est une chaîne de valeur un peu plus complexe. Merci de ça, c'était super clair. Si je réenchéris, j'ai quand même mettons. l'impression qu'il y a des variations dans ces choses-là, dans ce qui est accepté, dans la qualité du travail qui est effectué. Fait que, Danny, est-ce qu'il y a d'autres facteurs dans le fonctionnement des centres de tri qui vont jouer ou dans le genre de matières qui sont traitées, ou est-ce que c'est juste des facteurs externes de technologie, puis de débouchés, puis d'intrants? Ben, il y a évidemment des facteurs internes, mais je vais renchérir un peu avec ce que Jean-Sébastien a mentionné, puis je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Évidemment, l'hiver, la neige, c'est un problème important parce que, imaginez du carton un peu mouillé avec la neige qui glace, ben, c'est difficile de le séparer. Bon. Fait qu'il y a plein d'éléments comme ça qui viennent causer problème à l'intrant, mais il faut s'imaginer un peu le principe d'un entonnoir avec plein de trous. Le premier intrant, c'est le citoyen qui met quelque chose dans son bac. S'il met des mauvaises choses, ben nous, ça complexifie notre travail. Après ça, il faut trier des choses qui peuvent être problématiques avec des bonnes matières. Puis là, ben, ce mélange-là peut causer, la cause de ce mauvais tri-là peut amener de la bonne matière dans des déchets aussi, quand nous, on trie. Fait que c'est l'autre élément de l'entonnoir. Chez nous, on n'est pas parfait non plus. Et là, on peut travailler à améliorer les systèmes qu'on a en place. Après ça, il y a les moments de l'année. Dans des moments, le camion, il va passer chez vous, là. Nous, on a nos centres de tri sont équipés à un certain volume de capacité, puis on peut ajuster la vitesse à laquelle la matière passe. Puis ça peut avoir un impact sur l'extrant qui est comment contaminer est notre matière à la sortie puis à la revente. Puis je vais dans le même sens que Jean-Sébastien. Après ça, si on a de la matière dite recyclable, mais qu'il n'y a pas de marché, pas de débouché, ben, à un moment donné, on ne peut pas rien faire avec. On va faire des ballots, puis personne ne les veut. Puis on ne peut pas accumuler cette matière-là indéfiniment. On n'a pas du territoire infini pour accumuler cette matière-là à l'infini non plus. Donc, il faut prendre une décision. Puis là, ben, cette décision-là, souvent, c'est d'envoyer cette matière-là à l'enfouissement parce qu'il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de client potentiel pour acheter cette matière-là. Fait que je reviens au point d'entrée. Je pense que le facteur le plus important présentement, en tout cas, moi, de ce que je vois, puis je suis assez nouveau dans le domaine, c'est vraiment l'éco-conception de ce qui doit être recyclable, puis que ça doit être fait de la bonne façon. Donc, l'approche, selon moi, qui est en train de se prendre présentement avec Éco-entreprise Québec, sur responsabiliser encore plus les producteurs, puis après ça, amener du développement sur des emballages plus éco-responsables qui va faire que dans nos centres de tri, on va avoir plus de capacité à mieux trier ce type de matière-là. Puis l'exemple de Jean-Sébastien, c'est un super bon exemple. Là, une pellicule plastique à l'intérieur d'un carton, on le met-tu dans le plastique ou on le met dans le carton? Sinon, mais ça prend un individu qui sépare les deux si vous ne le faites pas, vous, à la maison. Donc, là, à un moment donné, ça devient complexe. Fait que vraiment, l'intrant est plus important qu'à peu près n'importe quoi qu'on va mettre comme équipement, puis n'importe quel mécanisme qu'on va mettre en place dans nos usines. OK. Fait que si j'entends bien, là, il y a une question de processus, puis une chaîne, où le centre de tri est un maillon dans cette chaîne-là. Puis il y a aussi des impératifs économiques de comment on produit nos biens, puis quel débouché il y a pour des matières recyclables. Il reste que
vous êtes deux entreprises d'économie sociale. Je serais quand même curieuse d'entendre ce que vous pensez dans la façon que vous gérez vos opérations. Il y a des facteurs qui vont accroître soit la qualité de votre tri ou la pérennité de vos organisations, parce que tous les maillons de cette chaîne-là sont fondamentaux pour qu'on gère plus et mieux nos matières résiduelles ici. Tout à fait. Donc, oui, Je peux Jean-Sébastien. peut-être commencer. Ben, moi, je vois deux facteurs peut-être qui peuvent faire une différence comme entreprise d'économie sociale. La première, il faut juste se rappeler que nous, de par notre mission, on vise la pérennité long terme de l'organisation. Puis une des stratégies qu'on a prises, c'est de se démarquer par la qualité du tri qu'on fait. Parce qu'on a parlé beaucoup de l'amont, mettons qu'on parle de la sortie. Comme on dit, ça prend des acheteurs qui veulent bien acheter notre matière. Puis on vit dans des marchés mondiaux qui sont parfois volatiles, mais où les prix de vente vont fluctuer dans le temps. Quand il y a moins de demandes, les prix tombent, puis souvent les exigences en termes de qualité augmentent. C'est souvent l'inverse. Quand l'acheteur a besoin de matière, les prix augmentent, il est prêt à acheter n'importe quoi. Fait que c'est vraiment spécial. Fait que dans le fond, l'idée, c'est d'être les meilleurs quand ça va mal, parce que quand ça va bien pour tout le monde. Fait que quand ça va mal, ton acheteur va t'exiger davantage. Puis lui, il a le choix entre 10 ou 100 centres de tri. Mettons, on est dans un marché mondial, on veut qu'il choisisse Société Via, on veut qu'il choisisse Tricentris avant les autres. Parce que si tu n'écoules pas ta matière, comme disait Danny, à 230 000 tonnes par année, je ne sais pas si ça vous... Mettons qu'une tonne, là, c'est gros comme une petite voiture, là, c'est gros comme une Yaris, là, ça en fait des Yaris à la fin de l'année. On ne peut pas accumuler ça dans notre centre de tri, on ne peut pas accumuler ça dans des entrepôts. Via, c'est à peu près les mêmes volumes. L'enjeu avec ça, c'est que chaque matière a un prix de vente différent. Le carton, l'aluminium, tout ça, ça va bien. Mais quand on parle de sacs de plastique, on vend ça en négatif. Quand on parle du verre, il faut payer pour s'en débarrasser. Donc là, nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on a développé des ententes avec les municipalités où il y a un partage de risques. C'est-à-dire que les prix de vente vont fluctuer énormément. Quand ça va bien, on va partager avec nos partenaires municipaux. Et quand ça va moins bien, ils vont venir nous donner un coup de main. Fait que ça, ce que ça vient faire, la fameuse matière qui n'est pas payante, le sac de plastique, peut-être le contenant multicouche, qui est peut-être le verre, des matières qui seraient moins intéressantes peut-être à trier. Non, on va les trier parce qu'il y a ce partage de risque-là. Parce qu'au final, le centre de tri est payé pour trier l'ensemble des matières, pour s'assurer que toutes ces matières-là soient recyclées. Or, le système québécois, puis on pourrait dire aux États-Unis puis un peu partout ailleurs, c'était basé sur un coût. Fait que quand les prix tombent puis c'est basé sur un coût, qu'est-ce que tu fais? Tu vends les matières payantes puis les autres, tu les laisses tomber. Parce que comme organisation, tu veux survivre. Mais ça, c'est le système qui est fait comme ça. Fait qu'encore une fois, la modernisation avec Éco-entreprise Québec, ce qu'elle a de positif, c'est qu'on va être moins tributaire de la fluctuation des prix de vente. Je suis tellement d'accord. Puis c'est comme ça que nous, dans le fond, le Centre de tri de Québec est géré. Entre guillemets, on est davantage rémunéré sur la base de l'efficacité de nos opérations que sur la vente de produits. Mais la vente, on n'a pas de contrôle. Quand le carton, plus personne n'en veut parce qu'il y a une récession, mettons qu'il y a un ralentissement économique là, cet automne, tout le prix des matières va tomber. Mais on ne travaillera pas moins fort. Probablement que Danny va le dire lui-même, on travaille plus fort dans ce temps-là parce que là, les clients sont exigeants encore plus. C'est difficile d'écouler la matière. La pénurie de main-d'œuvre va continuer quand même un bout de temps. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment un des éléments d'être moins tributaire des prix de vente parce que finalement, on est payé pour trier la matière l'une de l'autre. Pas juste trier la matière qui est payante, mais c'est le système qui est fait comme ça. Fait que l'entreprise d'économie sociale a peut-être cette idée-là. Puis l'idée de la pérennité long terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire un coup de circuit court terme. L'idée, c'est d'avoir une stabilité. Fait que c'est ces éléments-là. J'entends, il y a quand même, c'est intéressant, deux éléments d'économie sociale. De un, opérer dans un marché puis s'assurer que ce marché-là, les conditions de marché, quelles qu'elles soient, qu'on puisse répondre aux besoins de base de la communauté qui sont trier notre stock, que le prix soit haut, le prix soit bas. Puis un partenariat autour de ça quand même, qui serait peut-être moins intéressant si c'était une entreprise privée.
on a moins peut-être confiance d'en faire ce partage de risque parce qu'on se dit ça bénéficie à qui? Puis là, c'est un bon point. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, l'entreprise communautaire ou l'OBNL comme la nôtre, on partage nos résultats financiers. Puis il y a une très grande transparence avec les municipalités. Je dirais que ça, c'est un point qui me fait peur avec la modernisation. Ces partenariats-là qui, dans le fond, la municipalité va encore jouer un rôle de proximité avec le citoyen. Nous, on va jouer un rôle important, mais on n'aura plus de lien direct. Puis au final, si on est ici aujourd'hui, c'est grâce à nos partenariats. Quand on y pense, c'est beau, une entreprise, une matière qui appartient à la communauté. Dans le fond, les matières recyclables appartiennent à la communauté, qui ont été achetées par les citoyens, triées par la communauté et vendues au Québec pour en faire profiter le Québec. C'est ça qui est extraordinaire dans la portion de développement durable. Dani, comment ça se passe chez vous? Parce que si vous êtes sur un territoire avec plus de municipalités plus petites, vous avez beaucoup d'ententes différentes. Est-ce que ça change un peu le modèle d'affaires puis la façon d'assurer cette pérennité? Pas vraiment. En fait, on est une coop de solidarité avec des membres municipalités. Donc, une coop étant, on fait des profits. En fait, ce n'est pas des profits, c'est des ristournes qui vont aller à nos membres. Et sinon, ben, on a des mécanismes, fait qu'on a des fonds de réserve pour se protéger des aléas. Mais je suis d'accord avec Jean-Sébastien. La modernisation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va stabiliser nos revenus. Ça va être juste plus facile de gérer. Puis là, on va tomber à orienter encore plus sur de l'efficacité. Mais le mot d'ordre chez Tricentris depuis toujours, puis Frédéric avait le même mot d'ordre avant moi, c'est qualité, qualité, qualité. Parce que, justement, quand tu as une matière de qualité, c'est plus facile à vendre. Mais malgré tout ça, il faut rester conscient. Au Québec, on importe de la matière plus qu'on en exporte. Nos plus grands exportateurs au Québec, c'est des avions, c'est des produits de l'aéronautique, c'est ça les gros. Puis il n'y a rien qu'on recycle dans nos centres de tri qui va dans ces produits-là. Fait qu'à la fin, juste l'exemple des bouteilles de vin, ben, on va importer plus de bouteilles de vin qu'on va en produire puis qu'on va produire de vin au Québec. Donc, à un moment donné, le produit qu'on a importé de Chine, de Malaisie, des États-Unis, ben, il se retrouve au Québec. Nous, on le trie, puis après ça, il faut essayer de le circulariser le plus proche possible. Mais à la fin, il y a une circularité mondiale pareille. Quand on vend des ballots ou on vend de la matière ailleurs, on ne veut pas ça en passant. Nous, chez Tricentris, puis je suis sûr que Société Via, c'est la même chose. Nous, on a fait le choix que si on a un acheteur au Québec, même si c'est moins cher, on va le vendre au Québec avant de le vendre à l'étranger. Par contre, à un moment donné, s'il y a 0 acheteur au Québec puis qu'il y a un acheteur à l'étranger, bien, on va le vendre à l'étranger. Mais notre priorité, c'est la circularité rapprochée. Après ça, ben, l'autre élément, c'est on met beaucoup d'emphase sur la sensibilisation. Vous avez vu l'article le matin, vous en avez parlé, mais on a énormément d'emphase sur la sensibilisation de nos citoyens. Notre page Facebook, un TikTok, on essaie de maximiser vraiment ce volet-là pour s'assurer que ce qui rentre, ben, il va être plus facile à trier, donc va donner un meilleur résultat aussi à la fin. Puis ça fait partie des valeurs et des objectifs. Après ça, est-ce que la grandeur du territoire fait une grande différence? Je ne suis pas certain que ça fait une si grande différence que ça. Effectivement, nous aussi, on a Laval qui est une grande ville là, qui va à notre centre de tri de Terrebonne. Donc, ce qui rentre à Terrebonne est un peu différent de Gatineau, par exemple, ou de La Chute, mais pas si drastiquement que ça. Après ça, ben, il faut faire le meilleur travail possible puis ajuster notre façon de travailler. Comme je disais tantôt, les vitesses, le mieux possible en fonction de maximiser le rendement des équipements automatisés. Puis après ça, ben, il y a des gens qui font un contrôle de la qualité. On les appelle des trieurs, mais leur raison d'être, c'est beaucoup plus contrôler la qualité de ce que les machines et les équipements ont fait en préalable. À part le pré-tri, que là, on enlève les grands encombrants, comme on dit, là, mais sinon, le reste, c'est pratiquement 100% automatisé dans nos centres de tri. Merci. Karel, j'avais l'impression, donc dans les deux cas, vous me dites qu'il y a beaucoup d'opérations. Via et Tricentris parlent de travail sur la question de la qualité, puis que la qualité du tri est comme tributaire des débouchés qu'ils trouvent. Mais est-ce que je me trompe dans l'ensemble dans le secteur?
il y avait un enjeu autour de cette question-là à un moment donné, puis qui limitait nos débouchés. Est-ce que c'est juste une question de marché puis de prix, ou est-ce que c'est plus une question de technologie, ou c'est les opérations de certaines entreprises qui vont C'est faire? un peu toute cette réponse, en fait, effectivement. Au Québec, la collecte sélective s'est développée véritablement en fonction de la quantité. Dans les années 80-90, souvenez-vous, on a enlevé les séparateurs. Même à Montréal, on avait des cloches de récupération pour trier les matières à la source, les matières récupérables, recyclables. On avait des séparateurs dans les bacs, ça a été enlevé et de plus en plus, on a vu voir aussi à travers le Québec, lorsque la collecte sélective s'est développée, des bacs à roulettes là, avec une plus grande capacité. Donc, on a augmenté les quantités et à l'époque, les modèles d'affaires au Québec étaient principalement basés sur l'exportation. On exportait plus de 60 des matières recyclables à l'étranger sans trop savoir qu'est-ce qui advenait de ces matières-là. Parce qu'on n'avait pas parallèlement développé les industries locales au niveau du recyclage. Donc, on récupérait, mais on ne savait pas, et on ne voulait pas vraiment savoir, très honnêtement, qu'est-ce qui advenait des matières. Et lorsqu'il y a eu la première crise du recyclage, comme on appelle à la fin des années 2007-2008, là, on s'est rendu compte qu'on frappait un mur parce que il n'y avait plus d'acheteurs pour les matières qu'on triait au Québec. Donc là, nous, on a sorti une série de recommandations, dont la mutualisation des services, avoir une agence de commercialisation, un petit peu ce qu'Éco-entreprise va faire. Mais Éco-entreprise, c'est une entreprise privée, là. Même si c'est une OSBL, c'est privé. Ce sont les producteurs. Donc, c'est eux qui vont gérer les matières générées par les consommateurs, par le public. Donc, c'est eux qui vont avoir la propriété. Aussi, Éco-entreprise Québec, c'est eux qui étaient derrière l'ensemble de la collecte sélective depuis les années, fin des années 90. Est-ce que ça va vraiment changer les choses, le fait qu'on leur donne l'ensemble de la responsabilité? J'espère. Moi, personnellement, je suis en faveur de la responsabilité élargie des producteurs, mais tout est au niveau de l'application, au niveau de la transparence, de la transmission des données. C'est super important parce que c'est quand même des fonds publics qui vont être investis pour le tri, pour la récupération, même si ça va être compensé par l'entreprise privée, mais il y a toujours le geste citoyen à la base. Et là, on va vraiment changer de paradigme au niveau de la gestion des matières recyclables. Donc, ce qui va sortir d'un centre de tri va appartenir maintenant à Éco-entreprise Québec. De quelle façon ça va être géré? Le règlement, il y a un règlement qui encadre ça, le dit, le détermine, mais encore là, le diable est dans les détails et dans l'application. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Et le problème, on parle depuis tantôt au niveau du tri, en fait, de l'aboutissement du geste. Moi, c'est beaucoup au niveau des producteurs à la base, l'éco-conception, mais aussi la quantité des matières. C'est-à-dire, comme j'ai dit, quand je vois un bac de récupération, un bac de recyclage qui est plein, moi, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire, on consomme encore beaucoup trop. C'est-à-dire, le problème, il faut avoir des produits qui soient durables, réutilisables. Des produits recyclables, c'est bon, mais ce n'est pas la solution. Le rapport du BAP, la dernière commission générique sur le résidu ultime, disait que le recyclage a quand même atteint ses limites et c'est ce qu'on vit actuellement. Il y a comme une certaine régression parce qu'on consomme plus qu'on a la capacité de gérer nos matières recyclables. Donc, il faut se poser la question aussi sur notre consommation, nos habitudes de consommation et sur les biens qu'on consomme, qu'on met en marché. Donc, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est vraiment une responsabilité partagée du début à la fin de la chaîne. Donc, on a chacun une responsabilité dans tout ça. Le citoyen, les groupes environnementaux, les centres de tri, les entreprises privées. Donc, c'est pour ultimement avoir le moins de déchets qui va effectivement à l'élimination. Puis j'entends, je sais, c'est ingrat d'être devant les feux de la rampe quand il y a toute cette chaîne en arrière puis vous l'avez tous dit, là, il y a des questions d'éco-conception ou de marché qui sont fondamentaux dans votre travail. Mais, pour les fins de l'exercice, parce que c'est vrai que c'est les centres de tri, puis c'est la question sur la collecte qu'on entend le plus. Alors, si on met de côté l'éco-conception que vous avez tous nommé comme étant prioritaire, puis la question de la consommation, qui est un problème majeur, et qu'on met de côté la partie, le marché des produits, des matières recyclables, qu'on est dans la question sur la collecte puis le tri. Il y avait plusieurs questions dans le chat, une autour de, est-ce que ça va aider ou pas? Karel, tu faisais référence, à un moment donné, on faisait une collecte séparée. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va faire une différence? Puis est-ce que quand on doit prendre à des points de service très, très éloignés ou voyager longtemps, est-ce que ça affecte ça? Le verre, je me dis, il ne reste plus grand verre à la fin, il reste du sable.
Puis l'autre, c'est sur le tri. Vous avez parlé de marchés plus instables ou de matières plus difficiles à valoriser. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des spécialisations à faire? Puis dire, OK, ben moi, je vais m'occuper de tel genre de matière, toi, tu t'occupes de tel genre de matière pour les préparer pour le recyclage? Oui, On va ça, peut-être inverser l'ordre. J'ai l'impression qu'on pauvre Jean-Sébastien est juste toujours le premier. Oui. répondre à ta dernière question. Oui, effectivement, nous, ça a été une proposition d'avoir des centres de tri spécialisés, justement, soit dans la fibre ou dans le plastique, parce qu'actuellement, un des problèmes, selon nous, c'est que les centres de tri font un excellent travail pour la plupart. Effectivement, il y a quelques délinquants et c'est toujours eux qu'on cible et en fait qui malheureusement percolent sur tout le monde. Mais on devrait avoir des centres de tri dédiés, soit à la fibre, au plastique ou au métal. Il y a des études de Recyc Québec qui sont sorties il y a une dizaine d'années là-dessus parce que ça avait été une demande d'un comité à l'époque. Et effectivement, l'étude disait que oui, on allait avoir une meilleure qualité de fibre, papier, carton, mais que ça allait coûter plus cher et ça a été abandonné. Et je trouve ça malheureux parce que si on se base uniquement sur le coût de revient ou sur ce que ça coûte pour avoir de la qualité, c'est que, comme Dany l'a dit, je pense, on va juste trier de l'aluminium ou du papier de bureau pour rentabiliser nos opérations. Donc, il faut voir la récupération, le recyclage comme quelque chose, un bien public, si on veut. Donc, on le fait pour l'environnement, on le fait pour les changements climatiques, on le fait pour réintroduire cette matière-là dans une économie circulaire et pas juste pour faire du profit. Et malheureusement, certains centres de tri, ils ne sont pas ici aujourd'hui, agissent de cette façon-là. Les moutons noirs, et aujourd'hui, ben, Oui. souvent, les problèmes qu'on voit découlent de ce mode de gestion. Mais, Dany, Jean-Sébastien, vous êtes quand même pris avec des impératifs économiques, des ententes avec vos municipalités. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose qui peut renforcer la viabilité de votre travail dans la mesure où vous allez avoir une plus grande efficacité sur certains créneaux ou fragiliser ces modèles-là dans la mesure où c'est une question de volume ou de desserte de territoire? Je vais revenir un petit peu sur ce que Karel a dit. C'est sûr que dans un monde idéal, si tout était trié à la base parfaitement, ça serait merveilleux. Mais moi, si je prends, puis je ne suis pas contre l'idée, hein, je pense que ça serait merveilleux, ça serait le fun. Mais si je prends que 20 quelques % de ce qu'on reçoit dans nos bacs et des déchets actuellement, ben j'essaie de me positionner en me disant, OK, on va demander aux citoyens de pré-séparer dans leur bac correctement le plastique versus la fibre versus ainsi de suite, puis que ça aille dans des directions différentes, donc dans des centres de tri différents. Je ne sais pas si ça peut donner des résultats adéquats, là. Peut-être, peut-être pas. Une chose est sûre, c'est que le système actuel n'est pas parfait, puis il faut l'améliorer, puis il faut trouver des solutions à l'améliorer. Fait que moi, je ne suis pas fermé à aucune solution puis aucune idée qui peut permettre potentiellement d'améliorer le système. Comme je disais tantôt, chez Tricentris, notre mission, c'est le développement durable, puis on est en train de réfléchir actuellement parce que, étant donné qu'il va y avoir une modernisation justement du système, puis que on ne sera plus tributaire du prix du marché, bien, on réfléchit à c'est quoi les prochaines étapes dans l'évolution de Tricentris en termes de développement durable. Et ça fait partie de notre réflexion dans la prochaine année avec notre équipe. Mais c'est sûr que, tu sais, moi aussi, je veux qu'il y ait plus de circularité rapprochée. Là. Puis je suis certain que Jean-Sébastien va vouloir la même chose. Là. À la fin, l'objectif, c'est on fait ça pour des valeurs environnementales, des valeurs de la société, puis essayer de. Puis on travaille fort à tous les jours, puis nos équipes travaillent vraiment fort, puis vous pouvez le voir dans nos TikTok, là, puis vous pouvez le voir dans les vidéos qui sont tournées en interne. Moi, je suis allé trier dans nos centres de tri, puis je fais un centre de tri par trimestre où je passe une journée à aller trier avec nos employés pour me rester, comme on dit, groundé sur ce que c'est le travail à tous les jours. Puis pour vrai, c'est pas facile. Hein? Donc, chapeau à tous ces gens-là qui travaillent vraiment fort à faire ce travail-là tous les jours. Si on peut trouver des solutions pour leur simplifier la vie, tant mieux. Puis si ça peut coûter moins cher d'équipement parce que c'est déjà tout est pré-trié d'avance, bien merveilleux. Ça veut dire qu'on va avoir avancé comme société. Par contre, comme je disais au début, 20 % de ce qu'on rentre dans le bac et entre 15 et 20 là, et des déchets, j'ai peine à croire que les gens dans le quotidien vont encore plus séparer leur matière adéquatement. Mais ça, c'est une opinion. Je n'ai pas de données à cet effet-là. Moi, je peux partager mon opinion. Écoute, il y a beaucoup d'éléments, mais une chose est certaine, si on prend, mettons, je vais prendre la France, ben, eux sont en train de revenir à un modèle un peu plus de collecte mélangée, un peu plus comme en Amérique du Nord, parce que
Ils n'étaient pas capables d'aller chercher les plastiques souples, ils n'étaient pas capables de recycler toutes sortes de plastiques parce que justement, on triait à la source, mais seulement les matières facilement recyclables qui ont déjà des débouchés depuis des années. Fait que, je pense que l'avantage de la collecte pile-mile, ben, ça a été d'aller chercher davantage de volume versus, oui, recycler de qualité, mais seulement certains produits très spécifiques. La notion en anglais, c'est single stream versus double stream, séparer les fibres des contenants. Moi, j'étais vraiment d'accord avec ça dans le temps, mais ça a évolué, c'est-à-dire que le papier journal, il n'y en a pratiquement plus. Fait que, à l'époque, ça aurait été une bonne idée parce qu'il y avait tellement de journal, puis la façon qu'on sépare la matière dans un centre de tri, c'est avec des séparateurs mécaniques. Fait historiquement, c'est comme des disques de caoutchouc. Tout ce qui est plat va flotter sur les disques, puis tout ce qui est contenant va débouler. Puis le journal était trié en négatif, c'est-à-dire qu'il y en avait tellement de papier qui avait été comme fluffé par le séparateur, le feuille par feuille, qu'on enlevait les contaminants du journal, puis on disait, ben, ça, c'est du journal, je le vends comme ça ou je le vends en papier mélangé. Puis, ben, les marchés asiatiques les prenaient, étaient très tolérants au niveau de la qualité. Fait que c'est vrai que les centres de tri n'ont pas toujours fait de la qualité, ou ce n'est pas tous les centres de tri qui ont fait de la qualité à tous les moments. Depuis ce temps-là, ben, les lecteurs optiques, ça, c'est des robots qui peuvent trier jusqu'à 10 produits à la seconde, sont arrivés sur le marché. Le journal est en voie de disparition. Aujourd'hui, nous, dans nos centres de tri, c'est trié en positif. Fait que chaque feuille est éjectée avec un jet d'air. La qualité est parfaite. Fait qu'on n'a plus d'enjeu de qualité. Ce serait plus logique de séparer ces deux matières-là. Puis le carton, ben, ça se trie très bien, c'est très volumineux, c'est facile d'arriver à une bonne qualité. Moi, je trouve qu'un des enjeux majeurs, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire que comme citoyen, c'est vrai ce que tu disais, Béatrice, on consomme beaucoup trop. Le recyclage, c'est the last line of defense. On devrait refuser, sinon ben, réutiliser nos produits ou tenter de consommer des produits qui sont durables, qui sont réutilisables, etc. Mais cette responsabilisation-là, puis je le vois beaucoup, comme là, depuis qu'on est à Montréal versus Québec-Lévis, il y a beaucoup plus de négativisme à Montréal. On doute, on n'a pas confiance dans le système, puis ça a un impact direct sur la qualité des matières entrantes versus Québec-Lévis. C'est plate à dire, mais la qualité est beaucoup plus belle à Québec, à Lévis, que sur l'île, dans la région qu'on descend. Tu fais une guerre Québec-Montréal. Quand on fait des visites, on le voit à Montréal, les gens sont sceptiques, ils ont l'impression qu'on leur ment. Fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est venir visiter le centre de tri. On ne vous expliquera rien. Venez voir par vous autres mêmes qu'est-ce qu'il y en a. De retrouver une responsabilisation, c'est bien plus facile de chialer, de dire le système, ça ne marche pas. Fait que après ça, c'est facile de dire je mets n'importe quoi au bac parce que là, je n'ai pas besoin d'aller à l'éco-centre, d'aller retourner ma batterie à quincaillerie, de faire ci, de faire ça. Fait que de dire qu'on veut tout consigner puis tout revenir, on n'est pas rendu là parce qu'on a de la misère juste à aller à l'éco-centre. Puis, nous, des débuts d'incendie au centre de tri, là, on en a eu 17 en un mois juste à Saguenay. C'est très problématique. Puis on fait sensibilisation par-dessus sensibilisation. Donc, il y a un enjeu de responsabilisation du citoyen. Fait que ça, je pense que c'est majeur. Puis quand on parle de recyclage, c'est très rare qu'on en parle en positif. Dany Tricentris, c'est des pionniers qui mettent énormément d'énergie dans la sensibilisation. Puis tout le monde qui est ici, je pense qu'il n'y a personne qui aurait la capacité et la force de travailler 40 heures par semaine debout dans un centre de tri. Avec les risques d'incendie, les odeurs, la poussière, etc., ils font un travail extraordinaire. Malheureusement, quand on en parle, c'est en négatif. Puis c'est la réalité, puis c'est ça qu'on pense, mais c'est vrai que ce n'est pas parfait, mais on a besoin de faire confiance en notre système si on veut pouvoir améliorer la qualité, diminuer notre consommation, puis prendre ces responsabilités-là. Fait que je pense que c'est encore plus profond. Puis opinion personnelle, parce qu'on parlait tantôt de la responsabilité élargie des producteurs. Moi aussi, je suis d'accord avec la responsabilité élargie des producteurs, mais je me questionne, est-ce que c'est de faire gérer le système par des privés qui est la solution ou ce ne serait pas plus par des entreprises d'économie sociale, des membres de la communauté qui tantôt mettent en application? Fait que ça, c'est une question que j'ai. Je n'ai pas la réponse. Je ne le sais pas. Mais je pense quand même qu'on avance. Mais après ça, mais j'entends que
C'est on a mentionné, puis tout le monde le mentionne, puis on le sait, là, la question du volume de ce qu'on consomme en général. Puis je suis sûre que la pandémie puis les achats en ligne exacerbent ça. Je trouve ça intéressant, cette réflexion sur qui a l'expertise de développer la notion qu'on est là pour l'ensemble de nos matières résiduelles et non pas là où il y a le meilleur marché. Donc, si on trie d'avance puis qu'on se concentre sur là où il y a des bons marchés, on ne développe pas les solutions pour le reste. Ça, c'est très logique d'économie sociale de dire le besoin, il est sur tout. Le marché, il est payant ici. On va s'assurer de développer des technologies ou des débouchés pour l'ensemble des choses. Puis, vous avez aussi parlé de parce qu'on est là au service de la communauté, dans vos deux cas, l'emphase est sur la pérennité. Puis au travers d'un marché qui évolue parce que les technologies évoluent ou les prix évoluent, bien, on fait ce qu'il faut pour survivre puis améliorer constamment nos processus puis les résultats. Puis là, c'est le chiffre que vous avez dit que les deux ensemble, vous êtes à 50 %. En tout cas, j'avoue que moi, je suis à Montréal puis j'ai des fois un certain découragement, mais ça, je trouve ça encourageant. Je pense qu'on parle plus des moutons noirs que de la majorité. Je vois Karel qui hoche de la tête. Donc, toi, dans ce portrait en général, tu trouves qu'on s'en va vers la bonne voie. Ça serait quoi la chose que tu vois dans cette partie de la chaîne là, qui va être la plus prometteuse? Est-ce que c'est la séparation des intrants, la qualité des intrants, d'avoir moins de schnout dans notre sac de recyclage? Est-ce que c'est la question sur les processus pour viser ça vers les recyclages? Oui, ben, il y a plusieurs éléments dans ta question, mais effectivement, au niveau de la responsabilité élargie des producteurs, il faut savoir qu'effectivement, la matière va appartenir à Éco-entreprise Québec. Comme j'ai dit tantôt, tout va être dans l'application, si on veut, et le diable est dans les détails, c'est-à-dire comment ça va se passer par la suite, parce qu'après ça, on n'aura plus vraiment de droit de regard sur comment la matière va être gérée. Et pour moi, ça peut effectivement être très problématique, effectivement, parce que la collecte sélective émane pas du privé. Là, au départ, elle émane des citoyens puis des groupes qui ont voulu récupérer des matières. Il y a des compagnies, naturellement, qui ont, pour des raisons économiques, qui ont commencé à récupérer le papier. L'autre point, c'est effectivement, j'ai un petit peu souri tantôt parce que souvent, c'est mon visage ou mon organisme qui est associé au déboire de certains centres de tri. Certains centres de tri, on pourrait pratiquement dire 1 ou 2 centres de tri là, au Québec qui sont délinquants. Et malheureusement, ça a un impact sur l'ensemble des autres centres de tri. Et ça, moi, j'ai toujours fait attention justement dans mes interventions pour éviter de toujours de tous les mettre dans le même panier. Mais malheureusement, le traitement médiatique, souvent, il est comme ça, donc ils ne font pas nécessairement le discernement. Parce que ce que ça amène comme problématique, et ça, je pense que c'est fondamental, et Jean-Sébastien l'a un petit peu évoqué, c'est la confiance du citoyen. C'est-à-dire, si le citoyen commence à perdre confiance dans la récupération, on a énormément de chemin à rattraper. Moi, je me souviens encore quand j'ai commencé, même avant mon époque, on parlait de matières recyclables de Montréal ou de la grande région de Montréal qui sont allés se faire enfouir à Saint-Jean-de-Mata. On parle il y a près de 30 ans, Jean-Sébastien s'en souvient peut-être aussi, ou les vieux de la vieille s'en souviennent. Aujourd'hui, on m'en parle encore parce que ça marque l'imaginaire que nos matières recyclables vont se faire enfouir. Et là, on a brisé le lien de confiance avec le citoyen. Ça a pris des années à reconstruire. Et ce qui s'est passé dernièrement à Montréal avec un gros centre de tri, qui n'est pas celui de la Chine, donc ça a eu un peu le même effet. C'est excessivement malheureux parce que le citoyen, c'est quand même lui qui met la bonne matière au bon endroit. Donc, s'il perd confiance puis s'il dit que ça ne vaut pas la peine, ben là, on vient de rompre peut-être le maillon le plus important. Merci. Puis je pense que c'est aussi l'intérêt d'avoir ce genre de discussion là-dessus. Il y avait plein de questions super intéressantes. Je veux préciser. Je peux-tu prendre quelques secondes? Pas très longtemps. Moi, j'ajouterais que je ne viens pas de cette industrie-là. Puis en étant allé, en faisant, en fait, là, ça a changé ma façon de trier mon bac puis de travailler sur comment on peut améliorer le tri. Mais j'ajouterais aussi, il y a eu beaucoup de reportages pas nécessairement positifs en faveur du centre de tri de la Chine. Je suis allé visiter le centre de tri de la Chine. On a des portes ouvertes là, qui s'en viennent. Venez visiter, je pense que ça vaut vraiment la peine. Parce que
honnêtement, j'étais impressionné. Jean-Sébastien puis son équipe, toute son équipe a fait un travail fameux pour reprendre le contrôle puis faire de quoi qu'il y a de l'allure avec ce centre de tri-là. Moi, j'ai été vraiment impressionné. Fait que ça vaut la peine de venir visiter les centres de tri puis venir voir un peu comment ça fonctionne. Puis si ça peut vous sensibiliser à mieux faire le tri, tout le monde qui va regarder ce panel-là, je pense que ça va être un point positif très important si on arrive à amener les gens à venir visiter nos centres de tri. Excusez, ça m'a débarqué, je ne sais pas pourquoi. Je veux poser ma dernière... je voulais, préciser parce qu'il y avait des questions sur des électroménagers, du matériel d'informatique, le textile, de préciser qu'il y a aussi des entreprises d'économie sociale qui sont dans la revalorisation ou le recyclage dans d'autres parties de la chaîne, là, puis que c'est d'autres genres de processus parce qu'on ne met pas notre textile dans le bac de recyclage, mais qu'il y en a qui travaillent sur ces solutions-là. Mais sur cette question-là, vraiment spécifiquement dans votre créneau, parce que c'est vrai que c'est ça qu'on parle souvent dans les médias, puis c'est vrai que c'est encourageant de parler avec vos deux organisations. Peut-être revenir sur cette question de, quand vous dites « venez voir nos centres de tri », sur la question de la transparence puis le lien avec la communauté, est-ce que vous avez la sensation que votre gouvernance collective puis votre reddition de comptes vers vos membres ou la communauté fait une différence dans créer ce lien de confiance, d'encourager les bonnes pratiques? Je vais commencer. En fait, je pense que oui, ça fait une grosse différence. Par contre, à un moment donné, ça devient aussi les valeurs qu'on veut transmettre à notre organisation, puis les valeurs qu'on porte personnellement dans vouloir faire le bon travail. Tu sais, tantôt, je parlais de circulariser, rapprocher, de vendre au Québec, même si le prix est moins bon qu'à l'international à certaines occasions. Je suis certain que Jean-Sébastien, avec Société Via, il y a un peu le même concept. C'est que, tu sais, à un moment donné, il y a nos valeurs personnelles à travers ça. Mais effectivement, moi, on a un AGA où on présente 100% de nos résultats à nos membres. On est en train de mettre en place des tableaux de bord qui sont en train de se développer. Là. J'ai déjà beaucoup de données accessibles en direct sur combien de matières rentrent de combien de villes en temps réel sur chacun. On a développé des Power BI, là, un peu comme le ministre Dubé avec les hôpitaux. Là. Donc, on a des tableaux de bord qui sont en train de se développer à l'intérieur de chacun de nos centres de tri avec une vision globale, où ça va, comment ça rentre, à qui c'est vendu, à quel prix, en temps réel. Là. Donc, j'ai ça en temps disponible directement sur mon téléphone si je veux. Donc, toute cette transparence-là est en train de se construire. On est en train d'accéder à nos données aussi sur chacun des équipements pour pouvoir avoir cette information-là puis pouvoir prendre des décisions plus intelligentes et d'être plus transparent avec chacun de nos membres. Par contre, je reviens à ce que Jean-Sébastien disait tout à l'heure. À un moment donné, ça devient aussi des choix de société. Là. Effectivement, ça va être géré par un OBNL privé. Puis, tu sais, les privés, l'objectif, c'est de faire de l'argent à la fin. Là. Fait que si il paye pour le système, c'est le citoyen qui va payer quand il va acheter un produit au magasin. Là. Ça, on ne se fait pas de cachette. Fait qu'effectivement, comme choix personnel, on pourrait se dire j'aimerais mieux que ça reste dans un choix collectif puis que c'est la collectivité qui en bénéficie. Mais bon, rendu là, c'est des choix de société. Là. Mais bon, autour de tout ça, j'ai l'impression la transparence qu'on essaie d'amener parce qu'on est une entreprise, une coop ou une OBNL, je pense que ça porte ses fruits et ça nous force à être meilleurs. Oui, puis de mon côté, je pense aussi que ça fait une grande différence avec nos partenaires municipaux, avec les citoyens. Cette transparence-là est excessivement importante. Que ce soit avec un journaliste, les citoyens, faire une visite d'usine, montrer l'ensemble de l'œuvre, puis donner leur juste aussi. À un moment donné, il y a une papetière qui ferme au Québec, on exporte notre journal en Asie, on l'exporte. Est-ce que la qualité est toujours parfaite? La réponse est non. Je veux dire, on ne fait pas exception. Peu importe l'industrie, on a des enjeux. Fait que, mais ça, c'est apprécié. Quand on est capable de donner leur juste, là, ça vient déconstruire des fois les paradigmes ou les idées préconçues, tout ça. Puis finalement, on voit tous la même chose. T'sais. Puis avec nos partenaires municipaux, c'est ce qui a fait la différence au fil des ans, cette transparence-là. Autant quand ça va bien que quand ça va moins bien.
que sur nos débouchés, ben, c'est comme ça qu'on avance. Tu sais. Béatrice, un petit dernier mot Oui. avant de conclure peut-être. Au niveau des crises du recyclage, notamment la dernière, là, avec la fermeture des marchés asiatiques, particulièrement la Chine, les centres de tri au Québec qui s'en sont le mieux sortis, ce sont des OSBL, parce qu'elles ont réinvesti dans leurs équipements au fil des années au lieu seulement de miser sur leurs profits. Donc, elles ont développé justement des liens de confiance avec des recycleurs au Québec. Donc, je ne veux pas dire que ça a été facile pour elles, mais on a constaté que là où ça marchait le mieux, notamment à Québec pour Tricentris, parce qu'ils ont justement su développer des marchés locaux et aussi une approche qui était différente que seulement la recherche du profit. Donc, c'est ce qu'on a constaté, nous, au cours des 2 crises de recyclage. Magnifique comme mot de la fin. C'est Karel qui le dit, c'est pas le chantier de l'économie sociale, mais je pense que oui, cette question de répondre à un besoin qui est fondamental, puis s'assurer de pouvoir le faire dans la pérennité au mieux possible, est quelque chose qui est impératif sur le plan environnemental, mais qui est aussi le facteur de succès des 2 entreprises qu'on a ici. Le temps est passé comme ça, j'aurais eu plein d'autres questions, commentaires. Je vous remercie vraiment de votre temps à tous les 3. Puis j'espère que c'est une micro-pierre à un édifice de plus d'informations qui circulent, puis de gens qui agissent au mieux de leurs connaissances pour un travail qui va aller en s'améliorant. Mais effectivement, puis quelqu'un disait bravo au travail, c'était d'aucune façon, en tout cas, le travail qui est fait déjà est très apprécié aussi. Merci de l'invitation. Ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci. Bon après-midi tout le Merci monde. à vous tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Bye bye.